Sénégal, Bassirou Diomaye Faye a été élu président de la République. Maintenant que c'est fait, maintenant que Pastef les Patriotes a pris le pouvoir, c'est quoi la suite? Vont-ils tenir les promesses faites au peuple, c'est-à-dire s'affranchir de la France-Afrique, libérer le Sénégal des accords coloniaux? Ou alors vont-ils rejoindre l'AES, cette alliance des États du Sahel qui regroupe le Mali, le Niger, le Burkina Faso? Ou alors vont-ils tout simplement trahir le peuple comme l'ont fait les prédécesseurs? Nous verrons cela dans cette vidéo. Mais avant ça, je tenais à vous parler de mon groupe Telegram que j'ai créé et que je vous invite massivement à rejoindre. Le lien se trouve dans la description. Premièrement, avant tout, je tiens à féliciter le peuple sénégalais pour sa résilience, pour son courage, pour avoir été au front, pour combattre, lutter et faire entendre leur voix. Vous savez, il y a énormément de pays africains aujourd'hui qui restent sous des régimes dictatoriaux, tout simplement parce que le peuple n'a pas le courage de se soulever, n'a pas le courage de dire non, on n'en peut plus, on ne veut plus. Ils n'ont pas ce courage-là, mais ils veulent que les choses changent. Je vais pas dire ouvertement de quel pays il s'agit, vous savez très bien de quoi je parle, mais il y a des peuples qui veulent le changement, mais qui ne sont pas prêts à mourir pour ce changement, qui ne sont pas prêts à aller au front et se battre pour que les choses changent, pour faire évoluer les choses. On a vu très bien comment le peuple sénégalais s'est battu. Les gens sont morts, ils sont allés au front, ils ont manifesté. Jusqu'au dernier moment, ils manifestaient. À cause des élections. D'abord parce que les élections présidentielles avaient été reportées. Ils ont manifesté pour le PASTEF quand Ousmane Sonko avait été radié des listes électorales. Ils ont manifesté pour soutenir leur leader. Avant qu'il y ait un leader dans un pays, il faudrait que le peuple soit d'abord le leader, que le peuple se prenne en charge, que le peuple sache où il veut aller. C'est ça la réalité. Donc on ne peut pas espérer un changement si on n'est pas dans une dynamique de changement. Donc bravo à vous, peuple sénégalais, bravo pour avoir été au front, bravo pour tout ce que vous avez eu à faire, car ce changement-là, c'est grâce à vous, c'est d'abord grâce à vous. Sans vous, il n'y aurait plus rien à voir au Sénégal. Sans vous, rien de tout ça n'aurait été possible. Maintenant, nous allons parler de Bassirou Diomaye Faye. Qui est Bassirou Diomaye Faye? Il y en a qui le découvrent, qui ne savent pas forcément qui il est, ou alors qui le découvrent en tant que président. Je vais vous faire une petite biographie de sa personne. Restez accrochés. De la prison à la présidence de la République, Bassirou Diomaye Faye est avant tout un ami et comme un frère pour Ousmane Sonko. Vous connaissez certainement Ousmane Sonko. C'était l'opposant féroce de Macky Sall, l'opposant le plus virulent de Macky Sall. Il a toujours été au front, il a appelé toujours aux manifestations, il a toujours été pour la rupture des liens qui maintiennent l'Afrique, plus particulièrement le Sénégal, sous la domination de la France. Et donc, Bassirou Diomaye Faye était le secrétaire général de son parti politique qui est Pastef les Patriotes. Bassirou Faye est un diplômé de l'École nationale d'administration et de la magistrature, donc l'ENAM, et devient inspecteur des finances comme son ami Ousmane Sonko. Il occupe par la suite divers postes de responsabilité au sein de l'administration publique sénégalaise, notamment au sein du ministère de l'économie et des finances. Dès son jeune âge, il est très sensible aux questions politiques et sociales. C'est pourquoi il a rejoint Pastef les Patriotes en tant que secrétaire général en 2022. Pastef les Patriotes étant le parti politique d'Ousmane Sonko, dirigé par Ousmane Sonko. Donc son charisme, son éloquence et sa vision progressiste pour le Sénégal font de lui l'une des figures incontournable de la scène politique au Sénégal. C'est d'ailleurs pourquoi lorsque Macky Sall organisait des arrestations arbitraires au Sénégal, il se faisait tout autant arrêter comme Ousmane Sonko. D'ailleurs, 10 jours avant d'être élu président de la République, il était encore en prison, tout comme Ousmane Sonko. Alors, il y en a qui se demanderont peut-être comment se fait-il alors qu'il ait été candidat aux élections présidentielles, étant donné que Ousmane Sonko a toujours été connu comme le candidat du PASTEF, le candidat, l'idéal du parti politique. Eh bien, j'ai dit au début que Ousmane Sonko a toujours été un opposant féroce, virulent pour Macky Sall. Et étant donné qu'il avait donc cette position-là par rapport à Macky Sall, il fallait trouver un moyen de l'écarter de la course aux élections présidentielles. Et tout moyen était bon pour le traîner en justice. On l'a accusé de viol, on l'a accusé de trouble à l'ordre public. Tout moyen était bon pour le condamner obligatoirement afin de l'écarter à la course aux élections présidentielles. Sa candidature a été rejetée par le Conseil constitutionnel et donc à l'unanimité, le PASTEF a désigné comme plan B
Bassirou Diomaye Faye, afin qu'au moins l'idéologie d'Ousmane Sonko soit portée au niveau du Sénégal, au niveau de la République, parmi les candidats aux élections présidentielles. Et donc, quoi de mieux que Bassirou Diomaye Faye, un ami comme un frère pour Ousmane Sonko, puisque quelque part, ils partagent la même idéologie. Donc, la candidature d'Ousmane Sonko rejetée par le Conseil constitutionnel, celle de Bassirou Diomaye Faye a été validée par le Conseil constitutionnel. Il n'avait pas le choix, il n'y avait aucune excuse pour disqualifier Bassirou Diomaye Faye. Et je pense que s'ils avaient trouvé autres moyens farfelus pour disqualifier Bassirou Diomaye Faye, là, je crois que ça aurait pété dans tous les sens au Sénégal. Déjà que lorsque la candidature d'Ousmane Sonko avait été invalidée par le Conseil constitutionnel, la population sénégalaise, très très dynamique, s'est mise à manifester, s'est mise à dire qu'ils n'étaient pas contents, et chose de fait, ils n'étaient pas contents. Ils ont tout brûlé dans le pays, ils se sont, vous savez très bien comment les Sénégalais, ils manifestent. C'est toujours, c'est toujours assez énergétique. Donc le Sénégal, après être passé par toutes les émotions possibles, de l'emprisonnement d'Ousmane Sonko à l'emprisonnement de Bassirou Diomaye Faye pour trouble à l'ordre public, de la modification constitutionnelle par Macky Sall au 15 décembre, Macky Sall qui voulait repousser les élections présidentielles au 15 décembre pour permettre à son favori, Karim Wade, de pouvoir intégrer la liste des candidats aux élections présidentielles. Les Sénégalais, bien évidemment, ne se sont pas laissés faire. Ils ont dit jamais, on ne va pas accepter cette modification constitutionnelle-là. Tu vas partir du pouvoir le 2 avril, tel que c'est inscrit dans la Constitution. Macky Sall ayant pris peur, il est revenu sur sa décision, a dit OK, on va faire un dialogue national, on va s'accorder, on va repousser les élections au 15 juin 2024. Les Sénégalais ont encore dit jamais, tu partiras du pouvoir le 2 avril, tel que c'est inscrit dans la Constitution. Et il n'avait pas le choix que de revenir sur ses positions et placer les élections présidentielles le 24 mars 2024. C'est ainsi donc que Bassirou Diomaye Faye a été élu dès le premier tour des élections présidentielles avec plus de 50% des voix. C'est inouï. C'est vraiment inouï qu'un opposant qui vienne de prison, parce qu'on va même dire qu'il n'y a pas eu vraiment de campagne battue au Sénégal. Avec toutes les émotions par lesquelles le peuple est passé, vous comprenez à quel point ce parti avait une influence au Sénégal. Vous comprenez à quel point l'idéologie de ce parti était connue d'avance par la population. Les Sénégalais savaient que c'est le PASTEF qu'ils voulaient au pouvoir. Ils connaissent l'idéologie du PASTEF. Ils ont toujours été au meeting d'Ousmane Sonko. Ils savaient c'est quoi l'idéologie du PASTEF. Et peu importe le candidat désigné par le PASTEF, c'était le candidat du peuple sénégalais. Maintenant qu'il a été élu président, maintenant on va dire qu'ils ont été élus président parce que aujourd'hui on ne voit pas de Bassirou Diomaye Faye sans Ousmane Sonko. Maintenant qu'ils ont été élus président, vont-ils appliquer ce qu'ils disaient pendant les campagnes présidentielles ou alors vont-ils rétro-pédaler? Vont-ils trahir le peuple ou alors vont-ils œuvrer pour le peuple? Quels sont les défis auxquels ils devront faire face? Nous verrons cela. Alors, dès le lundi soir où il a été annoncé comme vainqueur des élections présidentielles, même si ce n'était que des résultats provisoires, il a eu un discours. Écoutons-le. Élisant président de la République, le peuple sénégalais a fait le choix de la rupture pour donner corps à l'immense espoir suscité par notre projet de société, que notre projet de société a suscité et donner corps à ses aspirations. Je m'engage à gouverner avec humilité, dans la transparence, à combattre la corruption dans toutes les échelles, à toutes les échelles. Je m'engage à me consacrer pleinement à la refondation de nos institutions et au renforcement des fondements de notre vivre ensemble. Je voudrais dire à la communauté internationale, à nos partenaires bilatéraux et multilatéraux, que le Sénégal tiendra toujours son rang. Il restera le pays ami et l'allié sûr et fiable de tout partenaire qui s'engagera avec nous dans une coopération vertueuse, respectueuse et mutuellement productive. Au vu des urgences qui étreignent et de l'espérance placée en nous, nous travaillerons de manière acharnée et méthodique autour des chantiers prioritaires dont les plus importants à nos yeux sont la réconciliation nationale et la reconstruction des bases de notre vivre ensemble, la refondation des institutions,
l'allègement sensible du coût de la vie, les concertations nationales inclusives, sectorielles sur l'évaluation et la relance des politiques. Alors, on voit très bien qu'à travers son discours, il veut rassurer ses partenaires étrangers, ses partenaires internationaux. On est très loin quand même de cette dynamique qu'il avait pendant les campagnes présidentielles, cette dynamique de rupture immédiate. On voit très bien. Dire que le Sénégal restera le pays ami et l'allié sûr et fiable pour tout partenaire qui s'engagera avec lui dans une coopération vertueuse. On est très loin de la rupture immédiate de lien. On est d'accord quand même. Alors, je ne veux pas dire à travers cette analyse que il va forcément retourner sa veste ou quoi que ce soit, non. Faisons une analyse ensemble. Donnons le temps au PASTEF, à Bassirou Diomaye Faye, d'exercer en tant que président. Laissons déjà qu'il soit investi président. Voyons la tendance qu'ils prendront. Parce que vous savez, en politique, il y a toujours une différence entre les éléments de langage durant la campagne présidentielle et les actions une fois président. Ça, c'est une réalité. Donc, on va continuer l'analyse, mais je ne veux pas, à travers ma vidéo, discréditer Bassirou Diomaye Faye. J'adore l'idéologie du PASTEF. Je trouve que leur idéologie est très bonne. Maintenant, à voir ce qu'ils feront une fois président. Mais toujours est-il que le discours de Bassirou Diomaye Faye, une fois élu, se voulait rassurant. Il voulait rassurer tous ses partenaires étrangers. Ce qui est quelque part normal. Durant la campagne présidentielle, souveraineté, c'est le mot qui est revenu plusieurs fois dans les discours de Bassirou Diomaye Faye. Et pour redonner la souveraineté du peuple sénégalais, pour redonner la souveraineté du Sénégal, il entend renégocier les accords qui lient le Sénégal avec ses partenaires étrangers. Renégocier les contrats de telle sorte que ces contrats-là soient gagnant-gagnant. Surtout avec les entreprises françaises. On sait très bien que la France, en Afrique, n'est pas du tout dans une dynamique de gagnant-gagnant. On sait comment la France opère en Afrique. On sait comment Bolloré s'est retrouvé dans de nombreux cas de corruption en Afrique. On sait comment ces entreprises-là fonctionnent. Et au Sénégal, il y a plus de 250 entreprises françaises, notamment Total, Bolloré, Auchan. Donc, comme on vient de le voir, le premier défi du président sénégalais sera de renégocier les contrats du Sénégal afin que ces contrats-là soient surtout gagnants pour le peuple sénégalais. Et suite à ces différents discours sur la souveraineté du Sénégal, Étienne Giraud, le président du Conseil français des investisseurs en Afrique, s'en est presque, j'ai envie de dire qu'il s'en est presque un petit peu moqué. Voilà, il s'en est presque moqué parce que lorsqu'on lui a demandé s'il s'inquiète des entreprises françaises, s'il est inquiet pour le sort des entreprises françaises au Sénégal, suite aux différents discours du nouveau président, il a dit, je cite, « L'expérience montre qu'il faut distinguer les propos de campagne et l'exercice du pouvoir. La réalité est que les entreprises créent de la richesse, des emplois et paient des impôts. » Je suis totalement d'accord. Les entreprises étrangères en Afrique, notamment au Sénégal, payent des impôts, créent de l'emploi. Mais si ces contrats négociés en amont ne bénéficient déjà pas pour le peuple sénégalais, les emplois que ces entreprises-là créeront, ou alors de la pseudo-richesse qu'elles créera, représenteront des miettes pour le peuple en général. Tu auras beau créer des emplois, tu auras beau créer tu auras beau créer des emplois, tu auras beau payer des impôts, mais si les contrats en amont ne sont pas bien négociés, comment est-ce que les Sénégalais profiteront de ces contrats liés-là? Non. Alors, je suis totalement d'accord, les entreprises permettent aux populations d'avoir des emplois. Mais devons-nous garder des entreprises parce que, soi-disant, elles créent des emplois, même si les contrats négociés en amont ne profitent pas pour ce peuple-là? Que représenteront donc les pseudo-emplois créés par ces entreprises-là si les contrats en amont ne permettent pas aux populations de mieux vivre? C'est du foutage de gueule, ce que nous dit monsieur Étienne Giraud. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, ce sera le premier défi du président du Sénégal. Renégocier les contrats léonais qui lient le Sénégal avec la France ou alors avec d'autres partenaires étrangers, mais qui ne sont surtout pas profitables pour les Sénégalais. Alors, puisqu'on parle de contrats, il serait intéressant de parler des contrats gaziers et pétroliers. Vous le savez peut-être, le Sénégal est un nouveau producteur de gaz, puisque le gaz a nouvellement été découvert au Sénégal. Donc, toujours pendant la campagne présidentielle, ils ont dit qu'ils seront prêts à renégocier les contrats gaziers et pétroliers
avec les compagnies étrangères pour maximiser les revenus du Sénégal. Sauf que pour ce qui est du gaz et du pétrole, ce sont les Australiens et les Britanniques qui profitent de cette manne. Ce ne sont pas les Français. Donc l'objectif du président, comme il a dit pendant la campagne présidentielle, sera de maximiser les revenus du Sénégal dans cette partie du gâteau. Autre défi, et cette fois-ci le nerf de la guerre, un sujet polémique en Afrique de l'Ouest, ou globalement en Afrique francophone, c'est la question du franc CFA. Nous savons tous que tous ceux qui ont tenté de renverser le franc CFA dans des pays d'Afrique francophone, nous savons comment ils ont fini. Nous savons où ils sont aujourd'hui. Donc, vont-ils pouvoir s'attaquer au franc CFA? Nous savons qu'Ousmane Sonko, lorsqu'il battait campagne, il a toujours mis en avant le fait que la souveraineté d'un pays passe par sa souveraineté monétaire, chose réelle. Bassirou Diomaye Faye, durant les campagnes présidentielles, lui aussi, s'est attaqué au franc CFA en ayant le même discours. Vont-ils pouvoir s'attaquer au franc CFA? Vont-ils pouvoir enlever le franc CFA au Sénégal ou alors en Afrique de l'Ouest? Sachant qu'ils sont quand même entourés par des présidents qui sont pour la plupart favorables à cette monnaie. Je parle notamment du président Ouattara de Côte d'Ivoire. Il a toujours été pro-français quand même, et il a eu toujours une dynamique de conserver, il a toujours eu cette dynamique de conserver le franc CFA comme monnaie. D'ailleurs, il qualifie cette monnaie de monnaie sûre pour les pays d'Afrique de l'Ouest, pour les pays d'Afrique francophone. D'ailleurs, écoutons son discours par rapport à la question du franc CFA. Du franc CFA, parce que c'est souvent une question qui interpelle beaucoup plus les élites. Je crois que le programme a été fait dans des conditions extrêmement délicates et difficiles. Nous n'avons pas eu, nous, la possibilité d'y travailler sérieusement, parce que vous savez que quand vous êtes en détention, les conditions d'entrée et de sortie des courriers sont très complexes. Et les dernières observations qui ont été formulées, même par le candidat, n'ont pas pu être intégrées sur cette problématique-là. Mais je veux dire simplement qu'il faut savoir lire notre programme comme une continuité. On n'a pas créé un nouveau programme. En 2019, on a pris position sur la question de la monnaie. D'abord, à travers le livre Solutions, que j'ai présenté ici publiquement, mais ensuite dans le programme. Et notre démarche a été toujours de dire que nous sommes tous convaincus, toutes les élites sont convaincues qu'il y a un problème avec cette monnaie et qu'elle ne colle pas à nos impératifs de développement. Et qu'il faut qu'on assume nos responsabilités pour aller vers autre chose. Je ne vais pas entrer dans les détails techniques. Mais nous avons toujours dit dans la démarche prudentielle que nous le ferons dans le cadre d'abord des ensembles sous-régionaux. Et si on ne parvient pas à faire bouger les lignes, nous prendrons nos responsabilités parce que 90% des pays du monde ont leur propre monnaie et parviennent à s'en sortir. En tout cas, la plupart s'en sortent. Et c'est cela qu'il faut comprendre comme aspect du programme. Aujourd'hui, nous avons une monnaie dans le cadre de l'UEMOA. Ça semble aller dans une certaine direction, mais ça va très lentement. Nous allons venir pour essayer de booster et aller vers les réformes qu'il faut. Mais nous avons toujours dit que nous, notre option, c'était même la CEDEAO, qui fait un ensemble de plus de 6 millions de kilomètres carrés, plus de 400 millions d'habitants, donc un marché qui a un potentiel énorme, mais si les préalables sont réglés, et ces préalables ne le sont pas encore. Et c'est ça notre option de base. Et c'est seulement si on ne parvient pas à avoir ça que nous considérons pouvoir aller avec notre propre monnaie. Donc, vous savez bien qu'un détenu a le programme a navigué une ou deux fois, mais on n'a pas pu, avant la présentation du programme, faire les dernières observations comme il le fallait. Et donc, il faut lire ce programme comme une continuité. Quand je demandais à l'équipe de démarrer le programme, je leur ai dit, travaillez sur la base l'ossature de 2019 et essayez de voir s'il y a des actualisations à faire. C'est des précisions importantes parce que des gens en manque de programme et qui ne peuvent rien nous reprocher essaient de s'agripper sur cette question-là pour inquiéter le monde entier d'ailleurs. Et donc à la question du franc CFA, Étienne Giroud, le même président du Conseil français des investissements en Afrique, a dit, je cite, « Dans tous les cas, il faut maintenir les fondamentaux, une monnaie stable et convertible pour rassurer les investisseurs. » C'est totalement vrai.
Il faut maintenir une monnaie stable en Afrique, particulièrement au Sénégal, pour attirer les investisseurs. Mais à quel prix les Africains devront continuer à conserver cette monnaie au nom de sa stabilité? C'est de l'esclavage moderne. En gros, les Africains travaillent, vendent leurs ressources minières pour la France. Honnêtement, je pense que le franc CFA est une honte pour les pays d'Afrique francophone. C'est une honte. Et c'est encore plus honteux qu'un président qui a un doctorat à son actif puisse dire devant un plateau télévisé que le franc CFA est une monnaie rassurante pour les pays d'Afrique francophone. C'est totalement honteux. Je pense qu'à un moment donné, il faudrait que les Africains et les élites africaines soient un peu plus courageuses. Qu'elles soient courageuses, ces élites-là. Elles savent que la question du franc CFA est une question qui peut littéralement les amener dans un tombeau. En 60 ans d'indépendance, c'est quand même honteux. Enfin, franchement, c'est quand même honteux de savoir que en 60 ans d'indépendance, certains présidents préfèrent encore faire abstraction sur ce sujet-là, qui est un sujet sérieux quand même. Il est inconcevable que toutes nos richesses soient vendues et que cet argent-là soit indexé sur l'euro. C'est inconcevable. Et pire encore, c'est honteux de savoir qu'une monnaie de 14 pays africains soit conçue, soit fabriquée quelque part dans un petit village en France à Chamalières. Les personnes de Chamalières ne savent même pas où se trouve. Si tu demandes aux personnes de Chamalières de localiser le Burkina Faso sur la carte du monde, ils sauront même pas te dire où se trouve le Burkina Faso. Et pourtant, c'est à Chamalières que sont produits les billets qu'utilisent les Burkinabés. Ce n'est pas normal. Je pense que je vous ferai une vidéo complète sur la question du franc CFA. Dites-moi si vous en voulez en commentaire. Dites-moi si vous êtes intéressé par cette vidéo-là. Une vidéo qui va vous détailler, on va passer de fond en comble le sujet du franc CFA. Comprendre en quoi cette monnaie est vraiment vicieuse pour les pays africains. Si on a un peu de bon sens, on va savoir que cette monnaie-là n'est surtout pas la monnaie idéale pour les pays d'Afrique. Ce n'est surtout pas l'idéal pour les pays africains. Surtout pas. Donc, dites-moi si vous êtes intéressé par la vidéo. Dites-moi en commentaire et j'en ferai. Autre défi du nouveau président sénégalais. Permettre aux populations sénégalaises de profiter des poissons de leur mer. Plus de 15% de la population vit de la pêche au Sénégal. Et nous savons, ou peut-être pas, peut-être que vous ne savez pas, mais les bateaux chinois viennent ravager les poissons des eaux sénégalaises pour en faire de la sardine qui sera quelque part revendue même au Sénégal, aux Sénégalais, ou alors de la bouffe pour d'autres poissons. Donc en fait, les bateaux chinois et les bateaux européens se permettent de vider en poissons les eaux sénégalaises en toute impunité, sachant que 15% de la population vit de la pêche. Conséquence, les pêcheurs rentrent des mers sans poisson et le poisson devient de plus en plus cher au Sénégal. Je vous montre un reportage qui parle très bien de ce sujet. Et enfin vient la question de l'AES. Vont-ils rejoindre l'AES? À mon avis, je ne pense pas. Parce qu'en fait, l'AES, même si aujourd'hui se présente comme une alliance qui pourra évoluer sous une fédération, c'est une alliance qui a été créée de base pour résoudre le problème du terrorisme. Ce sont 3 pays qui se sont alliés parce qu'ils ont les mêmes réalités, c'est-à-dire des conflits avec les terroristes, et qui se sont alliés pour unir leurs forces et combattre leur ennemi commun. Ce sont aussi des pays qui sont très semblables, c'est-à-dire ce sont des pays qui ont à leur tête de nouveaux présidents, des présidents venus suite au coup d'État militaire. Bon, même si l'AES serait favorable à l'idée d'accueillir le Sénégal, je ne pense pas que le Sénégal pourrait rejoindre l'AES, à mon avis. Donc vous dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Donc même s'il est vrai qu'Ousmane Sonko avait dit que s'il est élu président du Sénégal en 2024, il enverrait des militaires sénégalais au Mali pour les aider à combattre le terrorisme. Et il avait dit dans un contexte précis, dans un contexte selon lequel Macky Sall avait décidé de rapatrier ses troupes du Mali, et parce qu'il y avait quelques petits contentieux entre le Mali et le Sénégal. Vous vous rappelez. D'ailleurs, écoutons le discours de Ousmane Sonko à cette période-là. Je me permets de féliciter nos frères maliens, de leur dire qu'ils font notre fierté, de les encourager à rester dans ce siège, d'encourager le président Assimi Goïta, parce qu'il n'a pas perdu la face. C'est ceux qui voulaient l'humilier qui aujourd'hui sont obligés d'aller à Bamako manger du fognon. Donc il n'a pas à rougir. Et nous lui disons que nous l'encourageons et qu'il doit continuer à rester très proche de son peuple.
Parce qu'en politique, il n'y a que cette réalité. Il faut faire de la politique pour son peuple. Qu'il ne se détourne jamais de cet objectif. Qu'il ne se laisse jamais embrigader dans des discours politiciens où on va lui dire que c'est toi qui es là, tu es le tout-puissant, qu'il reste collé aux intérêts de son peuple. Ils gagneront cette guerre contre la gangrène djihadiste par la grâce de Dieu et par les efforts des Maliens et par les efforts de tous les Africains. Si ce problème n'est pas réglé jusqu'en 2024, nous avons vu que Macky Sall a rapatrié les quelques éléments sénégalais qui étaient là-bas. Puisqu'ils n'étaient pas là-bas en tant que Sénégalais, ils étaient là-bas parce que la France lui avait demandé d'amener des troupes. Mais si ce problème n'est pas réglé jusqu'en 2024, si nous sommes élus président de la République, nous dépêcherons des troupes pour soutenir nos frères maliens et en finir avec cette gangrène. Qu'ils tiennent bon et qu'ils restent dans la dignité qu'on connaît. Donc je pense que c'est une chose d'appuyer militairement l'AES dans la lutte contre le terrorisme et c'en est une autre de rejoindre complètement l'Alliance. Donc voilà, nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. Dites-moi ce que vous avez pensé de l'analyse dans les commentaires. Quels sont vos avis? Est-ce que vous pensez que ces nouveaux présidents-là retourneront leur veste? Ou alors est-ce que vous pensez qu'ils iront dans la même dynamique en application des promesses faites durant les campagnes présidentielles? Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner et de me mettre un petit commentaire. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle analyse. C'était Maëva.